Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de La Politique c'est net, LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. J'attends donc vos commentaires et vos suggestions toutes les semaines. Je décortique l'info politique en version numérique. Mes invités, Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes communicant et président de MCBG Conseil. Bienvenue. À vos côtés, Grégoire Lemarchand. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes journaliste responsable des réseaux sociaux à l'AFP. Plus de 6 millions de tweets avec le hashtag Paris Attaque, 11 millions avec le mot-clé Pray for Paris. Les réseaux sociaux ont tourné à plein régime lors des terribles attentats perpétrés vendredi 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Des infos, des photos, des folles rumeurs ont circulé en temps réel sur Twitter et Facebook, mais aussi des élans de solidarité avec le mot-clé porte ouverte. Les rescapés ont pu parfois trouver refuge. La recherche des personnes disparues s'est faite également via les réseaux sociaux. La préfecture de police diffuse également les consignes de sécurité sur le web. Émotion, solidarité, douleur et résistance, mais aussi tension et fausses infos, les réseaux sous pression. Grégoire Lemarchand, c'est sur les réseaux qu'on a appris les premières attaques, notamment à Paris? Oui, très vite, en milieu de soirée, on a vu un nombre assez inhabituel de tweets relatant des tirs, des explosions, provenant de comptes qui, de coutume, n'ont pas l'habitude de faire de mauvaises plaisanteries. Et puis c'est vrai qu'au bout, peut-être, en tout cas dans mon cas, de 10 minutes, un quart d'heure, je me suis rendu compte qu'on était sur quelque chose de très sérieux. Oui, comment vous vérifiez l'info? Parce qu'il peut y avoir des rumeurs. Très vite, en fait, moi j'ai vu une journaliste, une consoeur du Monde, qui a tweeté, je crois, non loin du Bataclan, et puis ainsi que quelqu'un que je suis qui s'appelle Benoît Tabaka sur Twitter, un spécialiste du numérique, et qui a fait un des premiers, si ce n'est le tout premier, à faire état qu'il se passait quelque chose de grave au Bataclan. Donc je me suis dit, si lui tweet ce genre de choses, et même s'il n'est absolument pas journaliste et qu'il se passe vraiment quelque chose, et voilà, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on a compris qu'on est malheureusement déjà dans quelque chose de plus grave que ce qui s'est passé en janvier. Donc là, l'info sort de Twitter et vous, à l'AFP, du coup, comment ça se passe en fait? Alors immédiatement, nos équipes, à la fois des gens sur place, photographes, vidéastes, reporters, et puis immédiatement tous nos journalistes qui travaillent avec la police, les autorités, la justice, etc., se mettent en action. Et effectivement, on a la confirmation rapidement qu'il se passe des choses gravissimes dans Paris. Il y a eu aussi beaucoup quand même de fausses rumeurs, des tirs aussi au Halles. On a eu des rumeurs de tirs au Halles, donc en fait les réseaux sociaux sont fiables, ça, tout, comme le dit Grégoire, tout dépend de la personne qui parle et on a l'habitude de repérer comme les comptes qui sont fiables. Qui sont sérieux. Qui sont sérieux et notamment les comptes de journalistes mais pas seulement. Il y a eu des rumeurs de tirs au Halles qui n'ont absolument pas été confirmées et qui ont pu créer des mouvements de panique un petit peu dans Paris. Donc les réseaux sociaux ont un impact très direct sur la réalité au sens où ça enclenche quelque chose chez les journalistes, chez tout le monde en fait, et puis ça peut aussi enclencher des choses sur le terrain quand on est connecté à Twitter et qu'on ne suit que ça finalement. Oui, ça devient vite viral. Il y a aussi les confrères du Monde, on peut peut-être les citer, les décodeurs, Libé Désintox, qui font comme vous un gros travail de vérification des sources pour éviter de relayer, parce que ça peut avoir un impact quand même de relayer des fausses rumeurs. C'est pas anodin. C'est un travail indispensable à faire pour les journalistes, sachant qu'il n'y a pas forcément ce qui est particulier, il n'y a pas forcément d'intention malveillance derrière. C'est des gens qui, de bonne foi, dans la panique, dans la sidération, vont retweeter des choses qui sont fausses. Mais voilà, on donne un coup avec son pouce sur son smartphone et ça part. Et tout de suite, il y a un effet démultiplicateur. Donc il faut tout de suite lutter contre ça, vérifier. Parfois, ça prend quelques secondes. Parfois, c'est un peu plus... Il faut se poser même parfois, donc un petit peu. Voilà, et c'est pas toujours simple, j'allais dire, de mettre à mal les hoax. Donc il y a ceux qui se voient tout de suite, ceux qui demandent un peu plus de travail. Mais c'est vrai qu'on est dans l'hyper-instantanéité. Donc on a beau dire au bout de 5 minutes, attention, il ne se passe pas ça, c'est pas vrai. Effectivement, Philippe Moreau parlait des Halles et ça a été extrêmement fort. Très rapidement, en tout cas à l'AFP, on a su qu'il ne se passait rien aux Halles. Mais vous avez pris le temps de le vérifier. Absolument, on a pris le temps de vérifier. Mais c'est très dur derrière d'arriver de dire attention, il se passe
il ne se passe rien au Hall ce soir. Et le pire, c'est les anciennes photos qui sont remises au goût du jour et réutilisées dans un autre contexte. Et on montre par exemple des scènes de liesse en banlieue qui n'ont jamais existé. Dans le 93, effectivement. Il y a eu des photos aussi du concert du Bataclan, mais ce n'était pas le concert du Bataclan, du même groupe californien, c'était, je ne sais plus, en Allemagne. Et ça participe à l'émotion collective. Et c'est vrai que si on n'a pas des outils comme les décodeurs ou l'AFP pour dire clairement, voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux, on a quelque chose qui se passe qui peut échapper un peu à tout contrôle parce que ça peut partir aussi en vengeance, ça peut partir en agression. On ne sait pas ce qui peut se passer dans ces moments-là. Et il y a eu aussi un grand mouvement de solidarité assez rapidement avec le hashtag porte ouverte. C'est un internaute qui est journaliste en l'occurrence Sylvain Lapoix qui a lancé ce hashtag pour que les gens se fédèrent et puissent accueillir les rescapés. Oui, et ça effectivement, voyons le côté positif des choses désormais, des réseaux sociaux. C'est vrai que ça aussi, c'est parti très vite. Il se trouve que le lendemain, on s'est livré une analyse un petit peu rapide de tout ce qui avait le plus fonctionné la veille sur les réseaux sociaux. Et c'était des appels effectivement à la solidarité, à l'hospitalité et aussi aux avis de recherche qui, j'allais dire, parfois se sont bien conclus, et malheureusement, parfois plus tragiquement. Mais ça a aussi servi à ça et c'est ce qu'il faut retenir aussi de la soirée et pas seulement la rumeur et l'emballement. Et les réseaux sociaux, c'est des réseaux où on partage, c'est un partage émotionnel, les réseaux sociaux. On like sur Facebook, sur Twitter, maintenant il y a des petits cœurs pour signaler les favoris. Donc on est dans quelque chose d'émotionnel. Donc il y a des côtés négatifs, bien sûr, mais il y a un côté formidablement positif. C'est que porte ouverte, ça permet à des gens qui sont paumés dans la rue de retrouver, de s'abriter. Ça permet aussi de partager des avis de recherche, ça permet de rassurer les familles éventuellement. Donc pour moi, c'est un outil qui est formidablement positif avant tout. Et heureusement, il y a des garde-fous journalistiques pour dire le bien. Les victimes ont eu un visage aussi. Très rapidement, oui, mais c'était pas le cas. C'est très étonnant. C'était pas le cas avant. En même temps, ces attentats sont les victimes ont un visage exceptionnel. Et en même temps, on peut rassurer ses proches avec le système qui a été mis en place très vite par Facebook, qui est un système qui est très pertinent, qui est peut-être un peu opportuniste de la part de Facebook, mais qui est très bien, qui est de se signaler quand on va bien ou de permettre aux gens qui vous connaissent de vous signaler. Moi, par exemple, j'ai eu quelqu'un au téléphone, il m'a signalé sans me le demander, comme allant bien à Paris. Donc permettant de rassurer, génial, même si certains disent, mais Facebook, du coup, en profite. Oui, c'est ça, c'est un peu opportuniste de la part de Facebook. Voilà, c'est un service, et comme ce n'est pas un service public, évidemment, on soupçonne Facebook de vouloir en tirer un bénéfice. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le service existe ou pas ? Il faut qu'il existe. Aussi, dans les beaux aspects, j'ai envie de dire, les aspects positifs, il y a certains rescapés qui ont été sauvés par des gens et qui ont pu retrouver leur sauveur via les réseaux sociaux. Je pense à cette femme enceinte qui était donc à la fenêtre pendue. Quelqu'un l'a sauvée et elle retrouve son sauveur grâce au net. Donc ça, c'est pas le darknet là. Non, c'est pas le darknet. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, dans la panique, on imagine sans peine au Bataclan. Je crois qu'il y avait quand même, c'était sold out, il y avait 1500 personnes. Donc voilà, il y a des gens qui racontent, ils ont pris le métro 10 minutes après de sortie du Bataclan. Enfin voilà, et effectivement, pour ça, effectivement, très vite, les réseaux sociaux ont pu permettre aux gens de se retrouver. Je pense qu'ils en ont naturellement besoin. Voilà, après ce moment. Il y a eu aussi donc des très beaux témoignages. Je pense à Antoine Léris qui dit « Vous n'aurez pas ma haine » sur Facebook. Et puis, il y a une icône, c'est Mamie Daniel. Regardez. C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment. Et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent. Philippe, Mamie Daniel sur BFM. C'est une figure gaulienne, c'est ça, c'est une dame qui incarne la République à elle toute seule. Elle dit un message de tolérance qui est le message qu'il fallait dire à ce moment-là. Donc c'est très fort. Ça prouve aussi l'imbrication des réseaux sociaux avec les chaînes d'information en continu. Dans les années 80, pour faire très court, on avait le JT de 20 heures qui s'alimentait sur Le Monde, voilà, et ça faisait un écosystème. Et une information pouvait durer 1 heure, 2 heures. Là, on a un système qui s'alimente sur Twitter, les chaînes d'infos en continu, ça va très très vite. Et ce genre d'icône apparaît comme ça brutalement. Les internautes s'en saisissent parce que c'est vraiment bien ce qu'elle dit et qu'on a envie de l'entendre. Et elle devient une star. Et il y a même des gens qui se sont cotisés sur un système de collecte d'argent collectif pour lui offrir des fleurs. Voilà, c'est Internet aussi.
C'est Internet aussi, les chaînes d'infos, bon, c'est pas trop notre sujet, mais il n'y a pas eu véritablement de gros dérapages cette fois-ci dans le traitement des infos de ces événements tragiques. J'ai effectivement la sensation que les médias, l'AFP, où je travaille, et plein d'autres se sont posés pas mal de questions, effectivement, légitimement, après toute la séquence du mois de janvier, après Charlie Hebdo et l'hypercacher, et que là, voilà, il y a peut-être eu des petites choses, des bugs, des mauvaises transmissions, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de bugs majeurs dans la transmission de l'information. Et faut s'en féliciter. Ouais, et il faut continuer à être vigilant. Les terroristes voulaient contacter BFM et ITV, une partie des terroristes au Bataclan. Et il y a quand même eu un garde-fou, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu le happening que voulaient non plus les terroristes. Et il y a eu du côté des médias un très bon traitement. Oui. Philippe, la résistance s'organise aussi sur les réseaux, avec des mots-clés. Je suis en terrasse. C'est une manière, par notre art de vivre, de résister à... Oui, c'est une manière. Alors, il y a eu une évolution depuis Charlie. Je suis Charlie, c'était très premier degré. Là, il y a un petit peu plus de recul, au fond, qui est assez salutaire aussi, et d'humour. Je suis en terrasse. Et que c'est une façon c'est de l'humour français, c'est de l'humour franchouillard, c'est une façon de réaffirmer des valeurs. C'est aussi une façon de dire qu'on résiste, effectivement, d'aller en terrasse prendre un coup. Ou tous au bistrot. On va tous au bistrot. Et il faut savoir qu'on s'est attaqué quand même à Paris, au symbole même de ce qui est devenu Paris, c'est-à-dire une ville jeune où on fait la fête, et dans certains quartiers comme le 10e, 11e, avec une jeunesse qui est créative, qui est artistique, qui est l'avenir un petit peu du pays. Donc on a voulu tuer ce symbole-là. Donc on résiste, bien sûr. Et il y a eu l'humour aussi, il y a encore l'humour. Il y a eu les dessinateurs de presse qui ont partagé beaucoup. Et puis le Gorafi qui est donc un site d'infos humoristiques. Vous en avez retenu une en particulier Non, alors je vais vous en citer une. Flash, les agences de notation dégradent la note du Monde, qui passe ainsi de monde de merde à monde de merde de merde. Oui, non, on arrive à avoir un peu, heureusement, dans ces moments tragiques, d'avoir un peu de recul, un peu d'humour. Voilà, effectivement, il y a le Gorafi, il y a des tweets qui émergent. Voilà, je pense à un tweet de quelqu'un qui disait... Bah, d'accord. Gardons donc le sens de l'humour. Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Cette émission est évidemment dédiée aux victimes et à leurs proches. Et continuons à résister, à aller boire des coups en terrasse. Salut à tous, à la semaine prochaine.